Vous êtes sur le podcast de Mappy Jauget ou Comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. Pour commencer ce podcast, je vous souhaite une belle année 2024 où la paix sera dans vos cœurs, à vous, pour que vous puissiez la déployer dans votre entourage, avec votre famille, vos collègues, vos patients, vos voisins. Et que par corollaire, cette paix, elle ne soit pas une utopie, mais bien une réalité. Pour que la paix que vous avez en vous, elle soit contagieuse chez vous, dans votre immeuble, dans votre quartier, dans votre ville, dans notre pays et du coup dans le monde. Cette introduction passée, je vais essayer de m'efforcer à travers ce nouvel épisode de favoriser cette paix. Vous le savez, c'est ma petite mission pour essayer d'aider les collègues. Sans transition, on va partir du constat qu'à l'heure actuelle, 3 soignants se suicident tous les 2 jours. Et ça, c'est pas du tout symbole de paix. C'est dramatique. Et l'acte est forcément multifactoriel. Donc vous l'avez vu dans mes précédents épisodes, je liste point par point certaines choses qui peuvent vous sembler du détail, d'autres éléments qui sont un peu plus importants. L'un des facteurs qui peut amener au suicide, c'est le fait d'être tout le temps connecté à son activité professionnelle, c'est-à-dire avoir une absence de repos, pas de week-end, pas de soirée où le cerveau décroche. J'entends, il peut y avoir un repos physique, mais le burn-out ou le suicide peuvent arriver à des moments où le cerveau n'arrive plus à penser à autre chose qu'au travail. Ça signifie qu'il est tout le temps en train de réfléchir à un patient, un traitement, une remarque désagréable, une situation compliquée ou un cadre qui nous dépasse. C'est ce qu'on appelle au quotidien les ruminations, le fait de ne pas arriver à décrocher. Un outil qui peut nous aider à passer à autre chose et avoir des temps soit de pleine conscience ou soit au moins on arrête de penser à notre cabinet, c'est l'EBP. Et au sein de l'EBP, c'est le pilier patient. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que c'est que l'EBP ? C'est donc EBP pour Evidence-Based Practice en anglais. Donc la clinique fondée sur la recherche. L'EBP, c'est une démarche clinique qui préconise l'utilisation de sources d'informations qui soient à la fois différentes et complémentaires. Elles ont pour objectif principal de prendre les meilleures décisions, et ça, pour les soins d'un patient individuel. Souvenez-vous aussi que dans l'épisode précédent, j'ai développé de manière plus approfondie que le BPI s'appuie sur 4 piliers: la recherche, le clinicien, le contexte et le fameux pilier patient que je vais développer aujourd'hui. Ces 4 piliers ont le même poids décisionnel au moment où, de manière mutuellement acceptable, vous vous asseyez avec le patient ou les patients pour prendre une décision. Ça va, vous me suivez ? Mais ceci étant dit, en dehors de la prise de décision, les 4 piliers, selon moi, n'ont pas le même poids en termes de capacité à nous aider, nous, dans notre allègement de charge mentale, en fait. Le BP, elle est vraiment orientée patient, même si elle prend bien le clinicien en compte. Ici, vous l'avez compris, dans Mappy Jazz, dans le podcast, moi j'inverse la vapeur, je mets un pas de côté. C'est-à-dire que je suis convaincue que les patients n'iront jamais aussi bien que si leurs thérapeutes vont bien. Et surtout, que si leurs thérapeutes sont là. Ma grande inquiétude, c'est que le collègue disparaisse du jour au lendemain. Donc, vous me voyez venir, bien sûr que j'ai en tête que le patient ait des soins de qualité, mais ce prérequis du soignant en forme, il fonctionne avec un équilibre. Et c'est ça que je protège avant tout. Et du coup, dans ce contexte-là, je reviens sur cette idée que pour moi, les 4 piliers n'ont pas le même poids, en tout cas dans notre capacité à nous aider à maintenir un équilibre psychologique et social.
Dans cet épisode, je m'inspire ici encore largement du MOOC Psychologue et orthophoniste, le BP au service du patient. Vous le retrouverez sur le site internet fun-mooc.fr. Comme pour la dernière fois, je vous mettrai tout ça en référence. Revenons à nos moutons. Le pilier patient, je l'ai déjà évoqué précédemment, mais aujourd'hui, je vais venir le creuser, je vais venir vous le développer et essayer de vous pointer en quoi il peut vous aider en l'utilisant à diminuer votre charge mentale. D'abord, le pilier patient, qu'est-ce que c'est ? C'est de commencer par lister toutes les caractéristiques du patient pour tailler son traitement sur mesure. Quand on dit caractéristiques ici, on parle du diagnostic. Vous le faites déjà, j'en suis convaincu. On parle d'aller chercher les étiologies, d'aller chercher les comorbidités, de pointer les symptômes, de développer les comportements cachés. Les orthophonistes, globalement, sont compétents. Donc tout ça, c'est évident. Vous le faites. L'idée, dans la démarche BP, c'est que vous avez besoin de relier ça à un traitement. Mais le BP pointe aussi que relier un traitement spécifique à un trouble particulier est une vision qu'ils considèrent juste et incomplète. Pour eux, l'idée, c'est surtout pas de plaquer une prise en soin sur une patho, c'est de créer une collaboration et de rendre le patient actif. Dans le MOOC, les auteurs citent 2 exemples. Le fait que la culture interfère et peut entraver une évaluation ou une intervention. Moi, je vous donne un exemple plus précis, plus concret, qui vient de ma clinique. À l'époque, je n'étais pas du tout formée à l'EBP. Et j'intervenais à domicile chez un patient d'origine maghrébine, âgé. Et moi, je me présentais femme, jeune. Et en fait, notre prise en soin, elle a été mise à mal. Notre relation thérapeutique, on n'est pas arrivé à la mettre en place. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait probablement des facteurs culturels où il se jouait quelque chose et où j'ai pas su percevoir que tout simplement c'était ça. Deuxième point, soulevé dans le MOOC sur le BP, ce sont les valeurs et les préférences du patient, dont ses objectifs de vie. Par exemple, en termes de préférences, si je vous recite ma clinique à moi, je crois que je vous ai déjà parlé de cette patiente qui présente une pelvimandibulectomie. Dès la rencontre, je visualise très bien le trouble et je pense au service hospitalier au sein duquel j'avais travaillé. Je sais que dans ce service-là, on peut mettre en place une consultation le matin pour les praxies, une consultation à midi pour la reprise alimentaire, si besoin, une 3e en salle à manger avec du monde. En fait, il y a un travail qui est intensif, qui est qualitatif et qui est spécifique parce que les personnes là-bas sont expérimentées et elles ne font que ça. Il y a une forme de spécialisation. Donc j'ai proposé que le maintien ou la reprise alimentaire puisse avoir lieu dans cet hôpital. Le refus a été catégorique. La préférence de la patiente, ça a été « moi, je viens de me faire opérer. L'hôpital, c'est de la maltraitance », me dit la patiente. Très bien, je pense que la préférence, elle était claire. La patiente m'a dit « j'ai entendu votre proposition, moi je la refuse ». À partir de là, on avance. Le deuxième point, listé dans le MOOC, ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs de vos patients ? Est-ce qu'on prend le temps suffisamment en anamnèse de s'appuyer sur des éléments de croyance, de choix de vie qui vont aider le patient à avancer ? Là aussi, je vous cite un exemple dans ma clinique. Ce patient avait été opéré d'une base de langue. Quand j'arrive au tout début de la prise en soin, l'alimentation se fait uniquement par poche. Mais la reprise alimentaire, moi, en tant qu'orthophoniste, j'avais forcément en tête que ce soit la reprise des saveurs, avoir des textures en bouche. Non. Le patient, lui, il avait fondu, mais il ne souhaitait pas spécialement s'alimenter pour rester en bonne santé ou pour recouvrir une bonne santé. Non. Il souhaitait participer à Shabbat, en famille. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, bien sûr qu'en termes de valeur, l'accompagnement s'est complètement modifié. Une 3e idée. Dans les valeurs et les préférences du patient,
ce sont les objectifs de vie. Là aussi, je vais vous expliciter ça par un exemple de ma clinique. Je travaillais encore dans cet hôpital et le patient venait de subir une laryngectomie totale. Ce patient est originaire des îles. Son souhait à lui, une fois qu'il avait quitté la métropole, c'était, en descendant de l'avion, de pouvoir dire en voix œsophagienne à sa femme « Je t'aime ». Ça aurait donné quelque chose comme « Je t'aime ». C'était hyper beau comme projet. Voilà, on le savait. On n'avait plus qu'à l'accompagner là-dessus. Dans les valeurs, l'idée c'est de creuser au moment de l'anamnèse. Bien sûr que la plainte est là. Quelle est votre plainte? Quelle est votre gêne? Mais dans le MOOC, les auteurs citent une question que je trouve particulièrement intéressante, c'est la suivante. Qu'est-ce qui pour vous crée la plus grande insatisfaction? On n'est plus dans quelque chose d'objectif. On n'est plus dans le symptôme pur et dur. On est dans qu'est-ce qui vous gêne, vous, dans votre qualité de vie et dans vos besoins. Sinon, la gêne, c'est qu'on peut se retrouver dans le fait de deviner, dans un présupposé, dans le fait de plaquer. Or, chaque patient est individuel et différent. Et ce qui m'anime, c'est que le BP permet de déterminer des objectifs de soins dans un partenariat. Et c'est là où vous commencez à me voir venir. Parce que sinon, vous pourriez déjà être en train de réfléchir, en train de vous dire « Oui, mais attends, un traitement différent pour chaque patient, ça me rajoute de la charge mentale, ma pie, ça ne va pas m'en diminuer. » Oui. Là, je vous rejoins. Mais si vous déterminez des objectifs de soins dans un partenariat, vous remettez le patient en posture d'acteur. Et c'est ça qui est fondamental et qui, en corollaire, va diminuer votre charge mentale. Le dernier point que pointe le MOOC, c'est l'autodétermination. C'est le patient lui-même, j'insiste, qui pose les choix thérapeutiques. C'est lui qui pose les choix du traitement. Le MOOC est très bien fait. Il vous donne aussi des petites vidéos où il vous invite à présenter, par exemple, 2 types de traitements où vous prenez le temps pour chacun d'entre eux, traitement A, traitement B. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Alors si on fait A, l'avantage pour vous, c'est ça, ça, ça. L'inconvénient, c'est ça, ça, ça. Pour vous, pour moi, pour lui, pour la société. Si on choisit le traitement B, voici les avantages, voici les inconvénients. Et malgré tout, comme vous êtes le thérapeute, vous pouvez conclure en disant « Moi, ma recommandation de thérapeute, ce serait… » L'idée, c'est de pouvoir vous appuyer en fait sur les insatisfactions du patient. C'est un de ses moteurs. Appuyez-vous aussi sur ses forces, sur ses aspirations, ses espoirs, ses ressources. En fait, le BP pointe le mutuellement acceptable. Mais pour arriver au mutuellement acceptable, ça nécessite de créer un dialogue, de poser des questions, de se dire qui nous sommes. En fait, il s'agit de croire en son patient. Je viens de terminer une présentation à nouveau du pilier patient que j'avais ébauché dans le précédent épisode, mais que là, je viens de creuser. En quoi ce pilier peut-il être facteur pour vous de paix, de détachement par rapport à votre activité professionnelle, de détachement ou en tout cas de prise de recul? Eh bien tout simplement parce qu'il réduit votre charge mentale. Si vous rendez le patient décideur, il y a un certain nombre de prises de choix que vous n'aurez plus à poser. Et souvenez-vous, dans le podcast où j'avais parlé de l'escalade d'engagement, j'avais pointé à quel point le fait de prendre des décisions faisait partie de votre quotidien parce que vous en prenez des dizaines, voire des centaines par jour. Et que vous allégez de ça, eh bien ça vous libère. D'autant plus que les choix posés par le patient, souvent sont des choix significatifs. Quand il s'agit de durée de traitement, ou de fréquence de traitement, ou de type de traitement. Qu'est-ce qui exclut de laisser le choix au patient entre est-ce que vous souhaitez venir 2 ou 3 fois par semaine au cabinet? Toute décision se prend donc à la lumière des 4 piliers. Mais une fois que vous avez créé cette communication excellente qui va vous inviter à lister tous les possibles, même pour vous c'est apaisant, vous vous retrouvez à devoir évoquer l'intégralité des champs des possibles. Lister avantages et inconvénients, rien qu'en l'oralisant,
Vous êtes orthophoniste, vous savez à quel point dénommer, expliciter, ça vous permet aussi de mettre les choses en clair. Vous vous appuyez sur une décision mutuellement acceptable et ensuite vous listez votre recommandation. Le patient, il est autonome, il est grand. Laissez-lui du temps. Je vous laisse le week-end, on en reparle lundi. Ou revenez à la consultation la semaine prochaine. On continuera à en parler ou vous me partagerez votre prise de décision. Là-dessus aussi, je vais terminer par un exemple. À l'époque, je travaillais en cabinet et j'ai annoncé à ma titulaire que je quittais le cabinet. Du coup, s'est mis en place une transition dans la perspective d'accueillir ma remplaçante. Un certain nombre de patients à ce moment-là arrivaient au moment d'un bilan de renouvellement. Très vite, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je fais les bilans de renouvellement ou est-ce que j'interromps la prise en soin 1 ou 2 semaines entre 2 ordonnances et ma remplaçante fera les bilans de renouvellement. Mais en fait, à y réfléchir, qui étais-je pour poser ce choix-là ? On n'est pas dans un choix de traitement, mais on est quand même dans un choix pour les patients. Je venais de me nourrir de ce MOOC et du coup, comme cette question, j'arrivais pas à y répondre et qu'en fait, ça concernait quand même un certain nombre de patients. Quand je dis un certain nombre, 4, 5, peut-être 6, et donc c'est beaucoup. Eh bien, en général, c'était plutôt des enfants. Donc, je suis allée voir les parents. Je leur ai dit, voilà, 2 possibilités. Soit c'est moi qui fais le bilan de renouvellement. Avantage, on se connaît. Avantage, il n'y a pas de coupure dans l'accompagnement. Avantage, j'ai bien en tête tout l'historique pour l'enfant. Inconvénient, du coup, ma remplaçante, elle va prendre un dossier complet, mais qu'elle va mettre plus de temps à s'approprier. Soit, on arrête la prise en soin là parce que j'ai plus de séance. Vous allez avoir un trou pendant 15 jours. Et c'est la remplaçante qui fera le bilan de renouvellement. Avantage, elle va se plonger directement dans le dossier de votre enfant. Du coup, elle va mieux connaître ses symptômes, ses difficultés. Le contact avec vous va se mettre en place de manière plus fluide. Inconvénient, vous avez un trou pendant 15 jours. Inconvénient, vous ne la connaissez pas encore, moi non plus. Donc en termes de qualité de travail, il y a un point d'interrogation. Une fois que j'avais évoqué ça, là pour le coup, je ne sais même pas si j'avais donné des recommandations. Mais probablement que je l'avais fait parce que je venais de sortir du MOOC, donc j'étais toute fraîche et pleine de motivation. Mais je pense que ma recommandation, elle devait différer enfant par enfant. Les enfants peut-être un peu plus fragiles émotionnellement, de les garder un peu avec moi pour faciliter la transition. Ceux où ça allait bien, peut-être faciliter le travail de la collègue. D'ailleurs, je lui en avais parlé et ça avait été vu avec elle tout ça. Voilà, c'était le petit exemple dans ma clinique pour vous montrer à quel point des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui vous nécessitent de prendre des décisions. Si vous les partagez, ça fait tout ça de moins à traiter. En petit exercice pratique aujourd'hui, je vous invite à passer par le langage écrit et à vous lister, toutes les questions ou réflexions qui ruminent, qui tournent, pour lesquelles vous n'avez pas de solution. Une fois que vous avez listé toutes ces thématiques ou tous ces questionnements, associez-les aux patients concernés. Et puis ensuite, voyez dans quelle mesure la décision peut être prise avec et par le patient. Si ce thème vous a inspiré, pour en savoir plus, abonnez-vous à ce podcast. Ou sinon, venez me rejoindre pour une journée de formation en présentiel sur Paris sur le thème « S'écouter » pour savoir communiquer. C'est la formation dans laquelle on traite de tous les sujets intrinsèques à la relation humaine, que ce soit avec les patients, les collègues, les confrères, parfois même la famille. Pour les inscriptions, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Bonne journée.